Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien. Pas faire de déclaration de guerre sans la soumettre au Parlement. Le moment venu, le président de la République, s'il devait prendre cette décision comme chef des armées, est une décision dont il devrait nous entretenir et que là, le Parlement est incontournable, c'est la Constitution. Nous sommes en guerre. Ah, nous sommes en guerre, mais alors, le Parlement ? Mais c'est pas vrai. Alléluia, miracolo. Le Parlement se réveille. Et oui, il se réveille. On va en parler avec le sénateur Alain Houpert qui a été à l'origine d'une saisine. Et vous allez voir, c'est pas piqué des hannetons encore. Parce que, effectivement, les bruits de bottes, on en a parlé hier très longuement dans l'émission. Ils continuent, mais quand même, ils ont été assez étouffés par la réaction, attention, de l'OTAN, de l'Amérique, de l'Occident, des pro-Ukraine, de tout le monde en disant oh, on se calme là, on calme un tout petit peu le jeu. Nous allons parler de ça, évidemment, nous allons parler aussi du Parlement européen. Et oui, il se passe des choses. Pendant que les bruits de bottes à l'Élysée se font nombreuses, Virginie Geron va nous parler, de la députée européenne Virginie Geron, de tous les Bruxelles assiégés, le Parlement européen assiégé par les agriculteurs. Et puis les Émirats. Les Émirats, profitent de la PAC. Oui, le pacte agricole européen. Oui, absolument. Comment les Émirats? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, vous allez voir. C'est pour ça que le Qatar peut investir 10 milliards en France. Et oui, les vases communicants, ça existe. Et puis, nous allons recevoir, en seconde partie d'émission, un président de PME, qui est Lionel Roch. Et puis, il va parler de... Est-ce que vraiment les PME sont vouées au suicide collectif, comme à Guyana ou comme dans les sectes? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut tuer les entreprises qui représentent 4 à 5 millions de salariés et qui font marcher une grosse partie de l'emploi en France? Tout ça, à tout de suite. Attachez vos ceintures. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci à toutes vos équipes pour la radio du rugby parce que grâce à vous, on peut suivre les matchs et c'est juste génial. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Ah donc, tout a commencé lundi soir, avant-hier, par une déclaration de liminaire d'Emmanuel Macron avec la réunion des chefs d'État et de gouvernement en soutien à l'Ukraine lundi soir, donc à Paris. Et voici ce qu'a dit Emmanuel Macron. Je commence comme ça, écoutez, et puis nous allons enchaîner là-dessus. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Savez-vous de quand ça date, cette chanson de Boris Vian, composée et interprétée par Boris Vian, de 1956, en pleine guerre d'Algérie, effectivement. Alors, on n'en est plus là, 1956. Et puis aujourd'hui, voilà, il se passe ce qu'il se passe en Ukraine, envahie par la Russie. En Ukraine, où certains estiment que le sort de l'Europe se joue là et qu'il faut y aller. Certains disent de certaines manières, d'autres de toutes les manières possibles. Voici ce qu'en disait en tout cas lundi soir Emmanuel Macron, le président de la République, à la conférence pour le soutien à l'Ukraine avec, je rappelle, un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement. Écoutez. Sur la première question, tout a été évoqué ce soir, de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Très bien, voilà, les choses ayant été dites, il y a eu ensuite toutes les réactions qu'on a entendues, et surtout, je le dis très très rapidement, les réactions
extrêmement, je dirais certaines très précautionneuses, d'autres carrément opposées, mais de qui? Non, pas des pro-russes, des pro-Poutine, du camp des émergents ou du BRICS, etc. Non, des alliés de l'Occident, de l'OTAN, successivement Londres, Madrid, Rome, Berlin, la Grèce, la Pologne, les USA, les Américains, l'OTAN lui-même par la voix de son président, de son chef a dit, attendez, non, il n'est pas question, en tout cas, c'est pas qu'il n'y a pas de consensus. Il y a un consensus hostile actuellement à toute présence de troupes occidentales, de troupes otaniennes sur le territoire ukrainien. On verra la suite, mais auparavant, il y avait eu autre chose. Et on va en parler effectivement avec le sénateur Alain Houpert, le sénateur de la Côte d'Or, car ce qui s'est passé de nouveau, c'est qu'il y a aujourd'hui que le président, c'était un service de presse de l'Élysée qui l'a annoncé hier, le président de la République a demandé au gouvernement de faire devant le Parlement une déclaration en application de l'article 51 de la Constitution relative à l'accord bilatéral de sécurité conclu avec l'Ukraine le 16 février 2024 et à la situation en Ukraine suivie d'un débat et d'un vote. Et oui, parce que jusqu'à présent, on n'avait pas beaucoup entendu le Parlement. Sauf que un certain sénateur de la Côte d'Or avait lancé une saisine. Bonjour Alain Houpert. Bon. Alors Alain Houpert, racontez-nous l'histoire du 16 février. Qu'est-ce qui vous a amené d'abord à réagir en disant voilà, il y a un accord bilatéral qui s'est fait entre l'accord bilatéral de sécurité avec Kiev, avec l'Ukraine, le 16 février. Et vous avez dit attendez, est-ce que selon la Constitution, le législateur que vous êtes, ça ne se passe pas comme ça? Racontez-nous. Il y a ceux qui commentent le match et il y a ceux qui jouent le match. Nous étions deux à avoir fait une saisine auprès du Conseil d'État pour rappeler la Constitution, c'est-à-dire que toute déclaration de guerre. Vous étions deux avec qui? Vous étiez avec qui? Avec Monsieur Dupont-Aignan. Donc d'accord. Nous avons fait chacun notre saisine. Comme Hubert Védrine et Jean-Pierre Chevènement ont fait une déclaration commune dans le même sens. En disant qu'il y avait un danger et que la Constitution française disait, et le président Larcher l'a dit hier au Salon de l'Agriculture, que toute déclaration de guerre doit avoir un débat au Parlement. Oui, justement, Alain Houpert, on va entendre le président Larcher juste un moment là-dessus. Mais sur l'Ukraine, je rappelle que une décision de cette nature est une décision grave, qui ne peut être prise qu'en coordination avec les autres pays de l'Union européenne, qu'en coordination avec l'OTAN. Et je rappelle qu'on ne peut pas faire de déclaration de guerre sans la soumettre au Parlement. Et donc, je rappelle tout simplement que le moment venu, le président de la République, s'il devait prendre cette décision comme chef des armées, est une décision dont il devrait nous entretenir avant même de l'annoncer, et que là, le Parlement est incontournable, c'est la Constitution. Vous demandez un débat sur la question de l'Ukraine, même sur la question des aides à l'Ukraine? Il n'y a pas qu'un débat. Nous avons déjà eu des débats. Il est important que nous ayons ces débats. Mais vous voyez bien qu'il y a un changement d'attitude annoncé par le président de la République. Ça ne peut pas se faire dans le dos du Parlement. Et d'ailleurs, le Parlement saura le rappeler, parce que sur une éventuelle déclaration de guerre, c'est une prérogative du Parlement. Alain Houpert, vous êtes sénateur, donc vous avez lancé il y a quelques semaines, enfin quelques jours, cette saisine avec Nicolas Dupont-Aignan. En tout cas, le président vous a écouté, puisque voilà, il a annoncé hier, effectivement, que le Parlement serait saisi. Mais je voudrais que vous expliquiez justement cette motivation que vous avez eue, c'est de se dire, on ne peut pas rester comme ça en dehors, que tout se passe comme si le législatif n'existait pas. Quand un parlementaire fait une saisine au Conseil d'État en référé, le Conseil d'État a 7 jours pour répondre. Donc je pense que le Conseil d'État a répondu par la missive, par la déclaration d'Élysée, qui est d'accord pour un débat au Parlement, mais selon l'article 50-1. Alors que la Constitution dit que tout décret, toute déclaration de guerre ou toute
déclaration de guerre qui entraîne des dépenses de l'État doit être validée par la loi. Et il contourne la Constitution en parlant de l'article 50-1 qui instaure un débat au sein du Parlement et un vote s'il le juge nécessaire, mais qui n'engage pas la responsabilité de l'État. Donc c'est totalement différent. C'est pour ça que j'ai hier fait une autre saisine auprès du Conseil d'État pour que ce soit pas l'article 50-1, mais l'article 53, comme le stipule la Constitution. Parce que bon, un parlementaire, c'est fait pour parlementer, mais ça sait lire et ça écrit et ça sait écrire. Donc je persiste et je signe dans le fait que le président se permet qui est le représentant du peuple, se permet de faire des déclarations intempestives, ce que confirment Monsieur Védrine et Monsieur Chevènement, faire l'européanisation de la dissuasion nucléaire. Là, c'est dépasser les bornes. Et là, il y a eu quand même des réactions importantes, puisque la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Pologne, la Suède, la Hollande, la Finlande, la Tchéquie, l'Italie, l'Espagne, la Slovaquie, les Pays-Bas et l'OTAN sont contre l'envoi de troupes. Et puis là, vous parliez tout à l'heure de attacher vos ceintures, mais moi je dirais plutôt serrer vous les ceintures, parce qu'il a annoncé une aide pendant 10 années avec 3 milliards cette année, alors que la Commission européenne a décidé déjà de donner 50 milliards. Et comme la France est le deuxième contributeur de l'Europe, entre 12 et 15%, c'est-à-dire que cette année, nous donnons par l'Europe déjà 10 milliards. Donc ça fait 13 milliards. Et je comprends que les agriculteurs soient pas très contents quand on met 2 ans pour leur payer la PAC, et puis qu'on leur dit, serrez-vous la ceinture, on va aider l'Ukraine. Je ne suis ni poutiniste, ni contre l'Ukraine. Il faut raison garder. C'est une histoire de famille, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Je pense que l'Europe, la France est quand même un peu responsable dans l'escalade de ce qui se passe. Et je pense que on pourrait travailler quand même avec la diplomatie, et le président de la République s'est vraiment assis sur la diplomatie. Donc le président est élu par le peuple, mais moi aussi je suis représentant du peuple, comme tous les parlementaires qui font partie de la représentation nationale, les députés et les sénateurs. J'ai écrit il y a quelque temps ce livre, Lettre à mes pairs, et mes pairs, ce sont les gens que je côtoie tous les jours, qui commencent à en avoir marre, parce que on va envoyer des troupes en Ukraine, des troupes des troupes de métier, mais ensuite, s'il y a un problème, ça sera à nos enfants. Et j'ai pas envie qu'on envoie mes enfants se battre en Ukraine. Et puis, nous sommes face à des gens qui pourraient réagir par émotion, qui ont eux aussi une stratégie, une force stratégique militaire, mais qui est beaucoup plus importante que la nôtre, la Russie. Donc faisons attention. Et moi, ce que je constate, c'est que il y a ceux qui commentent le match. Nous avons été 2 à nous battre, à défendre la France, à défendre. Et puis maintenant, il y a eu la déclaration de l'Élysée, il y a eu la déclaration de l'AFP, où tout le monde était noté, sauf 2 personnes. Donc M. Dupont-Aignan et moi-même. Je regrette aussi que les parlementaires, il y a une crise de la représentation nationale. Les parlementaires se réveillent après la déclaration de l'Élysée. Je pense que le but d'un parlementaire, c'est aussi de se réveiller quand il y a un problème et quand le président de la République va un problème. Tout à fait. Alain Houpert, justement, je vous demandais, vous avez, avec Dupont-Aignan, vous avez réagi, et je voudrais savoir, et là vraiment, vous n'êtes pas avocat, vous n'êtes pas juriste, mais vous êtes parlementaire et médecin, je veux dire. Est-ce que vous estimez, est-ce que techniquement, quand on annonce un accord bilatéral de 10 ans de sécurité, donc accord bilatéral de sécurité conclu
conclu avec l'Ukraine, avec Kiev, de 10 ans, plus les 3 milliards, vous en avez parlé. Est-ce que ce genre d'accord peut se faire entre le président de la République, enfin, l'exécutif et un pays, quel qu'il soit, mais en l'occurrence, ce n'est ni dans l'OTAN, ni dans l'Union européenne, l'Ukraine, on le sait, sans accord du Parlement, sans consulter le Parlement. Est-ce que légalement, est-ce que constitutionnellement, c'est possible ou pas? Moi, je ne suis qu'un modeste sénateur, mais vous avez entendu le président Larcher, deuxième personnage de l'État, qui a dit qu'on ne peut pas faire une déclaration de guerre sans consulter et faire voter le Parlement. Oui, c'était pas une déclaration. On peut vous dire, Alain Houpert, que c'était pas une déclaration de guerre. C'est un accord, de sécurité. Est-ce qu'on joue sur les mots, là? Quand on met à disposition la force stratégique nucléaire, à disposition, quand on fait l'européanisation de notre stratégie nucléaire française, c'est quoi si c'est pas l'escalade? Et puis l'article 50, on l'avait utilisé pour le pass sanitaire, pour la guerre contre le virus, c'est-à-dire sans engager la responsabilité. Nous sommes systématiquement en guerre. On a été en guerre contre les gilets jaunes, on a été en guerre contre le virus, et maintenant on est en guerre contre l'Ukraine. Donc stop, ça suffit. Contre la Russie, contre la Russie. Donc ça suffit, il faut raison garder et revenir à un peu de sagesse et un peu d'élévation. Et je pense que le président de la République a quand même pris quelques gifles de la part de ses partenaires européens qui ont réagi tout de suite. Eux, ils ont réagi tout de suite en disant non, il est hors de question. Et même les États-Unis, qui sont quand même un petit peu ceux qui tirent les fils de la marionnette, bon, dit il est hors de question d'envoyer les troupes. Donc voilà, raison gardée. Donc la date de débat au Parlement n'est toujours pas fixée. Donc il y a eu ce traité qui a été signé entre deux personnes le 16 février. Je tombais de ma chaise, là. Comme beaucoup de Français qui n'ont pas envie de... L'Europe, c'est quoi? L'Europe de la paix qui a été fait par Schuman et par les grands fondateurs, c'est l'Europe de la paix. Elle a commencé par l'Europe de l'acier, par l'Europe du charbon, et elle se termine par l'Europe de la paix. Et Monnet disait, si j'avais à recommencer l'Europe, je commencerais par la culture. Voilà, il faut travailler sur la culture, travailler sur nos cultures communes. Le vivre ensemble, c'est pas de s'envoyer. Disons que vous êtes plutôt, vous dites que le vivre ensemble, ce n'est pas de vouloir mourir ensemble. C'est ça surtout. Oui. Hein. Surtout nos enfants. Voilà, j'ai des enfants. Je n'ai pas envie d'envoyer mes enfants se battre là-bas, alors qu'il y a d'autres solutions. Le président a choisi le perdant, en disant ça sera la Russie, et moi je veux que le vainqueur soit la paix. Le vainqueur, il n'y a pas de vainqueur, le vainqueur ça doit être la paix. Et la paix. Le résultat de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas eu de vaincu ni quoi que ce soit. L'Allemagne a été battue, c'est sûr, mais le vainqueur, c'est la paix. Le vainqueur, c'était l'honneur de la paix. Merci Alain Houpert. Nous allons suivre tout cela. D'ailleurs, nous allons suivre ce débat quand il aura lieu et on en reparlera avec vous. Effectivement, il faut savoir raison garder et surtout lucidité garder. En tout cas, vous l'avez fait avec votre saisine. À bientôt. Merci Alain Houpert d'avoir été avec nous. On marque une courte pause sur Sud Radio. On se retrouve avec les pères Léu et les bravos d'André Berkoff. Et après, il y aura la députée européenne Virginie Joron qui sera avec nous. À tout de suite. Ne bougez pas sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Cette semaine. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Vous savez, on voit les milliards qui volent. Et à chaque fois, vous remarquez, c'est une antienne. Et c'est pas nouveau, ça fait des années. Alors, on entend quelque part, quoi qu'il en coûte. Ah oui, quoi qu'il en coûte. Mais avec quel argent?
Et où va l'argent? On va pas revenir sur les antiennes, sur les prélèvements obligatoires, 50% presque, hein, la soviétisation magnifique, sur effectivement toutes les taxes, etc., les impôts, l'impôt sur les eaux, comme disait Michel Audiard. Mais on voit que effectivement, de temps en temps, comme ça, il y a des fenêtres qui s'ouvrent et on voit que l'argent part ici et ailleurs, et puis quelquefois, eh ben, il y a des gens qui sont protégés, bien protégés, même surprotégés. Voulez-vous une preuve? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Oui, heureusement qu'il y en a encore qui mangent bien, qui a la peau bien tendue, et nous sommes, c'est vrai, il y en a beaucoup, et tant mieux. Puis il y en a qui n'ont pas mangé, qui n'ont pas bu, et qui n'ont pas la peau du ventre bien tendue. Et puis de temps en temps, on voit très bien, et c'est le gouvernement qui fait ce qu'on appelle des rabots budgétaires. Voilà, effectivement, il faut, après tel ou tel, vraiment, il faut faire des économies, hein. On l'a toujours fait depuis Raymond Barre, vous vous rappelez, il faut se serrer la ceinture, comme on dit. Très bien. Alors, on se serre la ceinture. Alors, il y a, effectivement, on voit Gabriel Attal l'a montré, un coup de rabot sur tel ou tel, sur l'écologie, en tout cas, sur un certain nombre de choses qui sont effectivement réduites et on peut comprendre très très bien. Et puis, voilà, en revanche, l'armée un peu plus soignée. Mais ce qui est intéressant, c'est ceux dont on n'a pas touché du tout. On les touche pas, ceux-là. C'est les intouchables. Alors quoi? Eh bien, le budget de l'Élysée, il est 11% d'augmentation. Ah bon? Est-ce que vraiment l'Élysée a besoin de ces 11% d'augmentation? Sans doute, avec un certain nombre. Et puis il faut se maintenir son rang quand on reçoit l'émir du Qatar et Kylian Mbappé, c'est normal. Et puis ça fait partie du prestige. L'Assemblée nationale, plus 6%. Le Sénat, plus 2%. Le Conseil constitutionnel, plus 34%. Oui, auditeurs, résistants de Sud Radio, oui, c'est très très bien. Vous voyez, il y a des gens, il faut savoir, quand vous donnez à vos enfants des orientations, qu'est-ce que tu vas devenir? Il faut aller dans les domaines où il y a de l'augmentation et où on ne sert pas. Voilà, donc ça se passe comme ça, que, vous voyez, il y a effectivement, on n'y parle personne, sauf l'Élysée, l'Assemblée, le Sénat, le Conseil constitutionnel, etc. Là, on n'y touche pas. Mais je croyais que c'était notre argent et peut-être qu'on a des choses à dire, mais non, arrêtez. Vous payez, vous acceptez d'être tondu et heureux, vous circulez, rien à voir. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Je ne lance pas, et vous non plus, auditeurs, et vous non plus. Vous ne vous en lassez pas d'écouter cette voix magnifique, cette voix lumineuse, cette voix divine. Et c'est qui? Évidemment, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, en train de se laver les mains tout en chantant l'hymne européen beethovenien, bien sûr, l'hymne à la joie. Alors, je ne sais pas si c'est la joie de tout le monde. En tout cas, c'est intéressant de savoir ce qui se passe au Parlement européen au moment où on en parle très très peu. C'est vrai que l'actualité est très riche, entre le salon de l'agriculture, entre ce qui se passe effectivement en Ukraine et le reste. Mais quand même, quand on apprend que des masses d'agriculteurs venus de partout, de tout le continent ou presque, en tout cas de l'Union européenne, sont autour du Parlement, sont à Bruxelles. Et chez nous, on en parle très 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 peu de cela. Quand même, Bruxelles, c'est pas si loin. Bonjour Virginie Joron. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes députée, je rappelle, européenne. Vous êtes au Parlement, vous recevez en ce moment Madame Navalny, la veuve d'Alexei Navalny. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui se passe exactement? On a vu que les agriculteurs forçaient des barrages à Bruxelles et étaient vraiment proches du Parlement européen. C'est une révolte, une petite insurrection ou plus, Virginie Joron?
Oui, effectivement, on a vu ces images lundi à Bruxelles où vous aviez encore des manifestations d'agriculteurs, notamment de Belgique, qui voulaient se rendre aux institutions européennes. En fait, c'est la continuité de cette grogne des agriculteurs, puisque eux aussi subissent l'écologie punitive dont on parle depuis quelques mois, puisque, comme vous l'avez vu, ces mouvements sont diffusés et se manifestent dans toute l'Europe, donc en Belgique, en Pologne, en France évidemment. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'on a ces manifestations qui sont vraiment, on le voit avec tous leurs arguments et les craintes qu'ils ont et ce qu'ils subissent. On voit bien qu'il y a une problématique qui est liée directement par les décisions prises par Bruxelles. Et le même jour, j'étais en commission, invitée à une commission spécifique IMCO, donc marché intérieur et agriculture, le soir même à Strasbourg, et je vous donne le titre, parce que ces gens continuent à être à côté de la plaque malgré ces manifestations, malgré le fait que tout démontre qu'il y a un grave problème au sein de ce métier. Et donc là, c'était une réunion, le sujet c'était les perturbations du marché intérieur dans le contexte des protestations des agriculteurs. Donc, ils ont bien vu qu'il y avait des problèmes avec les agriculteurs, mais pour eux, aujourd'hui, la difficulté qu'ils ont, c'est de comment continuer à vivre, si vous voulez, avec la libre circulation des biens et des produits, puisque c'est ça le marché intérieur, avec ces manifestations. Donc le sujet, c'était pas la problématique de ce que vivent les agriculteurs, mais la problématique de comment continuer à vivre avec ces manifestations. Décalage complet. Décalage complet. Et puis surtout, c'est-à-dire beaucoup de mépris par rapport à ces manifestations. Ils n'en prennent pas du tout compte dans leur posture par rapport à ces demandes, puisqu'ils ont encore le pouvoir de modifier, d'amender et de prendre en compte, même pour leur propre campagne électorale, cette grogne justifiée des agriculteurs. Oui, ce qui est étonnant, c'est qu'on est à 3 mois des élections européennes, 3 ou 4 mois, et cette déconnexion quand même, franchement, avec tout ce qui se passe, justement, vous parliez un peu partout en Europe des manifestations, on a vu en France ce qui se passe au salon de l'agriculture, etc. On a l'impression que vraiment il y a deux mondes. Il y a un monde qui flotte en aérolite, je ne sais pas sur quelle planète, et un autre monde qui est là, qui se demande à quelle sauce il sera mangé. C'est exactement, et on l'a vu. On l'a vu par des images impressionnantes quand ils ont manifesté il y a 3 semaines déjà à Bruxelles, où ils ont essayé de rentrer au Parlement. Il y avait des barrières, rappelez-vous, ces barrières, des grillages, des barbelés un peu partout, des policiers tout autour des institutions. Et c'est vrai qu'il y avait deux mondes. Moi, je suis allée les voir sur place, effectivement, avec une très bonne atmosphère, une revendication saine et une volonté d'échanger. Et à côté de ça, vous aviez le Parlement qui était surprotégé, aseptisé, où le monde à l'intérieur, il se passait rien pour eux. La vie continuait. Et c'est vrai et je vous dis, cette réunion exceptionnelle avec ce titre, pour moi, ça a été un choc parce que je m'attendais pas. Moi, je pensais qu'on pouvait débattre du sujet en disant, prenez en compte cette crise, notamment parce que c'est quand même eux qui décident encore une fois de lever toutes les barrières des douanes pour continuer à importer des céréales, du sucre et du poulet ukrainien. Et on voit que ça pose difficulté, notamment pour les Français, notre agriculture et les éleveurs. Et cette revendication maintenant sont partagées par plusieurs même syndicats et nous depuis le début on l'a dénoncé et malgré cela le sujet c'est ils protestent, comment on fait pour continuer à faire vivre notre marché intérieur. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas, dites-moi Virginie Lejean, corrigez-moi si je me trompe, il n'y a pas eu une seule, je parle des pays hors, on parle de l'Ukraine, mais il y en a d'autres, les pays hors UE, etc., je ne parle pas de l'Amérique du Sud, etc., pas de barrières douanières, pas de taxes, rien. Pour l'Ukraine, rien, c'est tout élevé. C'est-à-dire soi-disant par solidarité, il faut les aider. Alors il y a ça, les barrières douanières, mais aussi au niveau des normes sanitaires. Il n'y a pas de contrôle, le principe de précaution n'existe plus pour ces produits. Et puis on le sait très bien, on l'a déjà dit, le problème aussi du coût de la main-d'œuvre n'est pas du tout la même, donc il y a une concurrence totalement déloyale et c'est pas du tout remis en question. Alors Virginie Joron, autre chose, autre sujet. J'ai revu un tweet que vous aviez fait et qui m'a laissé les bras m'en tombent. En mai 2021, dites-vous,
j'avais demandé à la commission de justifier le fait que 2 émirs dirigeants des Émirats Arabes Unis avaient touché 10,5 millions d'euros de PAC via l'aide de Bruxelles à la Roumanie. Alors effectivement, on s'est renseigné, Esteban et l'équipe s'est renseignée, effectivement, c'est l'entité Société Agricost SA établie en Roumanie. Oui. Voilà, Agricost. Alors, de quoi s'agit-il? Comment les Émirats Arabes Unis arrivent à toucher la PAC parce que c'est ça toute la problématique de cette bureaucratie. C'est un exemple petit. C'est pour ça que j'ai posé cette question, parce qu'elle est choquante. On se dit, toutes ces contributions des États membres pour le budget de l'Union européenne devraient, c'est logique, revenir aux Européens. Et là, en fait, on se retrouve avec des chasseurs de primes. On les appelle comme ça. C'est-à-dire que vous avez des investisseurs étrangers qui ont compris qu'il y avait des fonds européens qui traînaient dans les bureaux de Bruxelles. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent dans certains pays et c'est très bien, ils sont argentés, donc il n'y a pas de problème pour eux d'acheter des terres fertiles en Roumanie. Là, c'est donc là, pour ce coup-là, c'est donc ce pays qui est visé, qui aussi, compte tenu du fait qu'ils sont dans l'Union européenne, peuvent obtenir des fonds européens. Donc vous avez ces chasseurs de primes qui investissent dans ces pays et puis qui ont compris la technique, donc déposent un dossier pour obtenir des fonds et ils obtiennent plus de 10 millions d'euros. Donc c'est choquant parce que... Ouais, ça veut dire, Virginie Joron, attendez qu'on comprenne bien. Ça veut dire, moi, Émirats Arabes Unis ou autre, ça peut dire n'importe quoi, j'investis, j'achète des terrains, mettons, en Roumanie, et j'ai droit à la PAC. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, à chaque fois, dans les dossiers, nous voulons la préférence nationale, évidemment, mais aussi la préférence, du moins la préférence européenne. Parce que c'est, comment dire, comme je l'ai dit, c'est aussi une concurrence qui est déloyale par rapport aux contributeurs financiers de l'Union européenne. On a des chasseurs de primes qui viennent investir des fonds de pays tiers, qui viennent investir en Europe, ce qui est pas mal, mais finalement, là, on le voit, ce ne sont pas les agriculteurs du coin qui sont vraiment en difficulté qui obtiennent des fonds. Ce qu'on donne à 10 millions d'euros à ces grosses sociétés qui sont souvent des multinationales, ça ne va pas dans les poches des agriculteurs, des petits agriculteurs qui veulent, eux, qui survivent et qui n'obtiennent pas ces fonds et qui finalement devraient leur revenir parce que c'est du bon sens. Ce sont les premiers contributeurs à ce budget. Ils devraient pouvoir en recueillir une partie, même si on sait que nous sommes effectivement des bénéficiaires de la PAC, mais pas assez. Et quand on voit ce type de montage, parce que ce sont des montages financiers et juridiques très pointus, et c'est vrai que c'est choquant de voir que 10 millions d'euros soient donnés à des pays tiers. Merci beaucoup Virginie Joron, merci d'avoir pris de votre temps parlementaire, je sais que vous êtes très occupée en ce moment, mais on va continuer à parler de cela avec vous. Merci encore. Très bien, je vous remercie à vous, bonne journée. Au revoir. Merci Virginie Joron d'avoir été avec nous, je rappelle que vous êtes députée Identité et Démocratie au Parlement européen. On marque une courte pause sur Sud Radio et on revient dans un instant avec André Berkoff et vous, 0826 300 300, on aura Julien qui nous attend au standard, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. 13h50 sur Sud Radio, on est toujours avec André Berkoff et on a Julien qui réagit depuis le Val-de-Marne. Bonjour Julien. Oui, bonjour à vous, mon cher André, bonjour à tous. Je suis saisi par ce que disait Madame Joron à l'instant. André, vous avez la pertinence de l'inviter régulièrement, mais effectivement, il y a un moment donné, il va falloir savoir ce qu'on veut. Est-ce que l'Union européenne est impuissante? Bien sûr, puisqu'elle ne souhaite pas changer de logiciel. Il va bien falloir à un moment donné dire la vérité aux Français, c'est-à-dire, encore une fois, je vais reprendre cet exemple, mais nos amis anglais, que je sache, ne sont pas dans le tiers-monde. Nos amis suisses, pareil, ne sont pas dans le tiers-monde. Alors j'entends qu'on a des milliards pour envoyer à monsieur Zelensky, qui est quand même un régime mafieux, il faut quand même le dire. Par contre, effectivement, on n'a pas d'argent pour nos agriculteurs et régler cette crise européenne. Ça n'arrête pas dans tous les pays. Moi, je me suis déplacé dans plusieurs pays et on voit que ça ne s'arrête pas. Et ça ne s'arrêtera que quand les pays auront retrouvé leur souveraineté. Alors je sais que souveraineté nationale, c'est un gros mot dans ce pays, mais il va falloir débattre de ces questions. André, je sais que vous le faites très bien.
Et honnêtement, on aurait besoin d'entendre pas toujours les mêmes, Bardella, Maréchal, etc. D'ailleurs, je lance un appel ici, si Sud Radio, Monsieur Patrick Roger souhaite inviter Monsieur Asselineau, mais il faut parler de ces sujets. On peut pas faire autrement. Je pense que, moi j'en discutais, j'étais au salon de l'agriculture encore ce matin, et on se rend bien compte qu'ils sont dans une véritable détresse. Mais il y a une chose quand même, moi, qui me rassure, c'est qu'ils prennent conscience, en fait, que l'Union européenne, en tout cas dans sa forme aujourd'hui, ne peut pas se réformer. C'est totalement irréformable. Et donc, quand on nous dit, mais j'entends Monsieur Macron nous raconter des mensonges, qu'on va effectivement toujours donner plus, mais c'est nous qui sommes contributeurs nets. Donc, tout cet argent, si on le voulait, on pourrait le donner à nos agriculteurs, on pourrait le donner à l'hôpital, etc. Donc, vraiment, moi, j'en appelle solennellement, si vous pouvez organiser des débats et réinviter notamment les mouvements qui veulent redonner un petit peu de pouvoir à notre pays, vraiment, ce serait salutaire de le faire. Merci, je vais vous dire, on le fait, on le fera encore, on le fera, et il y a plusieurs personnes, vous avez cité François Asselineau, mais il y a beaucoup d'autres, croyez-moi, qu'on connaît ou qui passent d'ailleurs très peu dans les médias, et vous savez que c'est notre rôle à nous. Nous, notre rôle, c'est aussi de donner la parole à ceux qui n'ont pas la parole. Quand on parle du pluralisme, ce n'est pas nous qui ne faisons pas le pluralisme, c'est la plupart des gens qui prennent toujours les mêmes personnes, les font passer du matin au soir, du soir au matin, dans toutes les ondes. Et ben, je crois que ça ne représente pas effectivement la France et la diversité, la vraie diversité, celle des Français. Merci en tout cas, et on va continuer maintenant à parler justement de quelque chose qui est assez scandaleux. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Connu évidemment Mary Poppins, ce chef-d'œuvre qui date de 1964, voyez, exactement, c'est-à-dire pratiquement 60 ans. 60 ans. Eh bien, je vais vous dire ce qui se passe en Grande-Bretagne. On parlait des choses, voyez, on parlait des agriculteurs, on parlait de la guerre et tout ça. Mais il y a une autre guerre, plus insidieuse, plus hypocrite. Et je dirais presque aussi lamentable, même si elle ne fait pas couler le sang, heureusement, encore. C'est quoi? C'est cette espèce d'organisme de censure, du politiquement correct, du wokistement correct, du cancellistement correct. Eh bien, c'est ce qui se passe. Eh bien, l'organisme de censure a estimé que l'œuvre de Mary Poppins, m'entendez, contenait des propos discriminatoires et a décidé de la sortir de la catégorie grand public pour la soumettre au contrôle parental. Mary Poppins, ça devient quoi, une œuvre pédophile, Mary Poppins? Eh oui, il y a un problème. Le célèbre film vient d'être déclaré de facto potentiellement toxique pour les jeunes enfants et sorti de la catégorie tout public au Royaume-Uni. Je ne sais pas si le Brexit leur a enlevé ce qui leur restait de neurones, mais il y a un problème. L'organisme de censure britannique a estimé, alors c'est quoi les propos discriminatoires? Voilà, en tout cas, il a été reclassifié, je disais reclassifié, mais c'est pas faux. Alors pourquoi? Voilà. L'organisme a expliqué, écoutez-moi bien, tenez-vous bien, vraiment, et encore une fois, accrochez les ceintures. L'organisme a expliqué qu'un terme péjoratif, utilisé à l'origine par les Européens blancs, à propos de peuples nomades d'Afrique australe, celui de Hottentot, alors qu'il y a la Vénus Hottentote, y apparaît pour désigner les ramoneurs au visage couvert de suie. Voilà. On a dit couvert de suie, africain, je rappelle, c'est 64. Eh bien, bien que Mary Poppins s'inscrive dans un contexte historique, disent les Tartuffes, l'utilisation d'un langage discriminatoire n'est pas condamnée et dépasse en fin de compte nos lignes directrices. Voilà. Donc, Mary Poppins, eh bien, ne sera vue par les enfants qu'avec l'autorisation parentale. C'est pas beau, ça? Pendant que tout le reste, des films de meurtre, des films, effectivement, de drague absolue, etc., des films LGBTQX+, aucun problème, ce sera fait, ce sera accompli. Voilà, ça s'appelle quoi, ça, Mary Poppins? Eh ben, je vais vous dire, ça s'appelle vraiment une espèce d'entreprise d'infantilisation. Messieurs les censeurs, bonsoir, messieurs les censeurs, disparaissez. Mais ce n'est pas demain la veille, hélas.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. C'est vraiment le scandale. Vous savez ce que c'est le scandale? C'est un château le château de Grignon dans les Yvelines, bâti du XVIIe siècle, inscrit au titre des monuments historiques, qui fut le site historique de la prestigieuse école d'ingénieurs d'Agronome. Désormais propriété de l'État, le château désaffecté a été transformé en lieu d'accueil et d'hébergement d'urgence pour les personnes à la rue ou sans domicile fixe. Mais qui est là maintenant? Eh bien, c'est très simple. Le château a accueilli, il y a 2 jours, 308 réfugiés africains, et 300 migrants, en la majorité originaires de l'Afrique des Grands Lacs, et ont été évacués de Mayotte. Car vous savez qu'aujourd'hui, l'un des grands chemins de la migration, c'est on part d'Afrique, on arrive à Mayotte, territoire français, et on vient. Voilà. Eh bien, ils vont être hébergés à Thiberval-Grignon, et en attendant, ce château, des meubles d'exception, vendus pour une bouchée de pain, du mobilier datant de Louis XVI, mis en vente à partir de 40 €, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc, un château appartenant au patrimoine historique, eh bien aujourd'hui, voilà, c'est destiné, réquisitionné pour les migrants africains en provenance de Mayotte. Moi, je veux bien, mais vous pouvez pas faire autre chose que utiliser les châteaux à ça, utiliser le patrimoine historique, utiliser déjà pour un certain nombre de SDF, des 100 000 SDF français qui sont dans la rue. Non. Voilà, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, Monsieur Pangloss, comme disait Voltaire, tout va pour le mieux. Et encore une fois, circulez, rien à voir, restez chez vous, sinon le virus revient. On marque une courte pause sur Sud Radio, on se retrouve après les informations de 13h, on sera avec Lionel Roch qui nous parlera de PME. Est-ce qu'on peut encore bosser quand on est patron d'une PME? C'est ce qui va tenter de nous expliquer Lionel Roch qui sera avec nous. Et puis vous, 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Parlons Vrai est aussi à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8 FM, le DAB+, et l'application Sud Radio. Sud Radio, Parlons Vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h04 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. Aujourd'hui, André Berkov, vous recevez Lionel Roch qui vient nous voir pour ce nouveau livre « Laissez-nous bosser », le coup de gueule d'un patron de PME contre les aberrations du monde du travail. C'est aux éditions de l'Observatoire. Bonjour à vous Lionel Roch. Bonjour Monsieur Roch. Je regrette de n'être pas avec vous en studio, mais ça, les auditeurs le savent, j'ai eu quelques petits problèmes pas graves du tout musculaires, mais enfin, ça empêche un moment le déplacement. Mais je voulais vous dire que j'ai lu votre livre et que j'ai trouvé votre livre, ça venait à son heure, surtout que on a envie de dire, c'était un film très célèbre d'il y a 60 ans, Pour qui sonne le glas. Et on a l'impression, c'est vrai à vous lire, et ce n'est pas seulement une impression, parce que vous donnez des chiffres, vous donnez beaucoup d'informations, vous donnez des précisions, et que quelque chose est en train, non pas de mourir, mais vous dites, les PME, les fameuses TPE, PME, les petites et moyennes entreprises, vous rappelez 4 millions de salariés, vous rappelez le rôle primordial, le rôle essentiel qu'elle joue dans l'emploi, et vous montrez que, en fait, c'est intéressant, moi l'impression que en vous lisant, c'est un miroir qui réfléchit, et c'est un miroir qui réfléchit, une espèce de tirer le fil de la pelote de laine, mais on a l'impression que une partie, allez, disons ça comme ça, que ce soit des élites ou que ce soit des observateurs, ne voit pas que cette partie, c'est pas France ton café fout le camp, mais France ton travail fout le camp, France le cœur de ta nation fout le camp. Est-ce que c'est pas un peu ça que vous avez voulu dire ? Alors ce que j'ai voulu dire d'abord avec ce livre, c'est qu'il y a plein de raisons d'être optimiste et qu'il faut être optimiste. Quand vous êtes entrepreneur, si vous n'êtes pas optimiste, vous ne faites pas entrepreneur. Donc c'est un livre qui se veut positif. Maintenant, pour être positif, oui, il faut quand même faire le bilan. Et le bilan, c'est que les PME sont ignorées. On parle beaucoup en ce moment des classes moyennes. Les PME, ça va un peu avec les classes moyennes. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup, mais en fait, tout le monde s'en fiche. Spécialement nos amis politiques, mais aussi les médias. Les PME
PME, c'est ok, ça fait bien. Donc en général d'ailleurs, juste avant les élections, les politiques veulent faire un programme spécifique pour les PME, ce qui est une erreur absolue puisqu'il y a une solidarité dans les entreprises. Donc vous pouvez pas faire un programme spécifique pour les PME parce que de toute façon c'est on est solidaire. Donc ce que j'ai voulu essayer d'expliquer avec ce livre, à force d'exemples, d'essayer de pas en faire un livre économique. D'abord parce que je suis pas un économiste, je suis un entrepreneur, et de dire voilà ce qu'est notre réalité. Et il va falloir, de toute façon, il n'y a pas d'autre avenir que les entreprises et nos salariés pour recréer de la richesse. Donc maintenant, essayez peut-être de nous écouter juste un tout petit peu. Alors justement, écoutez un petit peu, en fait, ils écoutent beaucoup plus, d'ailleurs vous en parlez, on parle beaucoup plus, vous dites, des multinationales et des grands groupes, et puis vous montrez, on va entrer dans le détail bien sûr, vous dites multinationales, et Dieu sait ce qu'on parle des multinationales, et puis à la start-up. Alors la France, Start-up Nation, vous rappelez les grands slogans qui sont sortis il y a quelques années, et quand vous dites que vous êtes optimiste, moi je vais vous dire, en tant que lecteur, je me pose vraiment des questions, parce que vous dites très 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 bien que effectivement vous demandez pas des cadeaux, vous demandez, mais vous montrez les effets pervers d'un certain nombre de choses que le gouvernement a fait, et il faut le dire, que ce soit celui-là ou d'autres, pour aider les entreprises au moment du Covid par exemple et autres, puisque vous êtes dans l'événementiel, vous êtes dans la restauration, vous avez 100 CDI, je le rappelle, vous en parlez, mais effectivement l'impression qu'on a, c'est que oui on fait des cadeaux, on fait des PGE, on fait des prêts garantis d'État, etc. Simplement, vous rappelez quand même, et ce n'est pas nouveau, et au fond, on a l'impression que ça ne change pas, que les taxes, que les contrôles, que les normes, que les charges, eh bien, elles sont toujours encore plus importantes et encore plus grosses. Donc, ce qu'on vous donne d'un côté, on vous le retire de l'autre. Alors, tout le verbatim sur les entreprises est géré par la NUPES. Et d'ailleurs, vous venez de parler de cadeaux dans les entreprises. Il n'y a pas de cadeaux qui sont faits aux entreprises. Il faut bien avoir comme image, si je vous prends 100 € et qu'après je dis quand même je vais lui laisser 10 € pour qu'il puisse rentrer chez lui, est-ce que je vous ai fait un cadeau de 10 € ou est-ce que je vous ai pris 90 €? Toute la notion des cadeaux d'entreprise qu'on entend continuellement, en aucun cas c'est des cadeaux. C'est juste que... Disons que c'est des crédits, ce sont des crédits. C'est des crédits de rien, c'est juste qu'ils ont tellement pris qu'après ils se disent « Ah bon, ben alors on va refaire un outil bureaucratique pour essayer de rendre une partie. » Ce qui est délirant comme façon de faire, parce que ça profite évidemment aux grands groupes. Pourquoi ça profite aux grands groupes ? Tout ce qui est une bureaucratie avancée fait que les grands groupes sont plus à même de répondre à ça. Donc, qu'on nous prenne. Pourquoi parce que... Pardon, monsieur Roch, vous dites que les grands groupes sont beaucoup plus... Ce sont eux qui en profitent parce que par leur grandeur, par leur taille... Mais parce qu'ils ont des services complets pour ça, qu'ils peuvent avoir des experts de McKinsey, qu'ils peuvent avoir, mais ce qui est assez logique. C'est pareil d'ailleurs sur la fiscalité. Quand j'entends des gens très riches expliquer qu'en fait la France serait quasiment un paradis fiscal, ce qui est Xavier Niel qui explique ça, je vous garantis que si vous faites votre déclaration d'impôt normalement, la France c'est pas un paradis fiscal. Dans une PME, si on passe pas notre temps à aller chercher quel va être le crédit impôt compétitivité de développement, de choses comme ça, et qu'on fait juste notre boulot, on paye énormément de charges. Alors c'est pas très grave de payer des impôts à titre individuel. Au niveau des entreprises, ça pose problème parce que qui paye au final ces impôts? C'est les salariés, et c'est ce que j'explique dans le livre. Il faut avoir cette image. Nos salariés sont mal payés, nous coûtent trop cher. Et pourquoi ? Parce qu'on a un poids entre les charges salariales et les cotisations patronales qui fait, si vous voulez, que c'est le dialogue. D'ailleurs, les salariés sont extrêmement bienveillants parce que le dialogue devrait être quasiment impossible dans l'entreprise. Quand un salarié gagne 2000 € net et qui vous en coûte 4000, à juste titre, le salarié dit mais moi je gagne 2000. Et à juste titre, on lui dit tu coûtes 4000. Et donc c'est l'énorme problème. Donc la variable d'ajustement
de notre système fait que les salariés sont mal payés, ce qui pose d'ailleurs plein de problèmes. Quand vous entendez sur l'agriculture, j'entendais Gabriel Attal, et tout le monde est d'accord pour dire mais il faudrait payer plus cher. Mais pour payer plus cher, ça veut dire que les salariés gagnent plus. On a un problème de bas salaire dans ce pays. Alors, si vous écoutez quelques politiques, c'est très simple, il suffirait qu'on paye mieux nos salariés. Mais il se trouve qu'il y a des règles économiques, et les règles économiques font que pour payer plus cher, il faut vendre plus cher. Mais il y a plein de métiers où c'est pas possible. On est maintenant dans la restauration. Mon plat du jour, il est à 19. Si je le mets à 21, je perds 40% de mes clients. Donc, où est-ce que je réimpute ça? Donc, il y a des règles économiques et hélas, notre pays ne s'est jamais intéressé aux règles économiques. On vote pour du storytelling, on ne vote pas pour des règles économiques. Alors, on va en parler, Lionel Roch, justement, de ces règles économiques. Et on va parler, parce que vous parlez de beaucoup de choses. Nous, on a par exemple le délit de dépendance économique et d'autres choses. On va en parler parce que justement, il faut comprendre ça. Je crois que beaucoup de gens comprennent ça, mais il y a beaucoup de rideaux de fumée aussi qui se mettent autour, évidemment, pour des raisons d'intérêt évidentes. On en parle après cette toute petite pause. Avec Lionel Roch et avec vous aussi, au 0826 300 300, vous nous appelez pour réagir. Peut-être vous-même que vous êtes chef d'entreprise aussi et que vous voulez prendre la parole. 0826 300 300, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos débats. On entend des choses qui changent un peu de la doxa généraliste qu'on entend trop partout. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h16 sur Sud Radio. Dans ce face-à-face, nous sommes toujours avec Lionel Roch, le chef d'entreprise qui vient nous voir pour ce livre aux éditions de l'Observatoire. Laissez-nous bosser, le coup de gueule d'un patron de PME contre les aberrations du monde du travail. Roch, je voudrais justement entrer, il y a plusieurs choses dans votre livre qui m'ont frappé, parce que on parle des entreprises, mais justement, on mélange tout, parce que voilà, les grandes multinationales, on en parle, les grands chefs d'entreprise, vous évoquez Bernard Tapie à un moment donné, et puis voilà, les chevaliers d'industrie, etc., enfin, les chevaliers d'industrie, c'est plus l'industrie aujourd'hui, et puis les start-up, alors voilà, les jeunes rebelles, formidables, et alors évidemment, tout le monde rêve, GAFAM d'un côté et Elon Musk de l'autre. Mais en attendant, je voudrais savoir aujourd'hui en France qui sont et combien, je ne parle pas au chiffre près, qu'est-ce que c'est que l'entreprise privée indépendante française? Combien il y en a? Parce que justement, combien il y en a qui appartiennent vraiment à leurs propriétaires, enfin à leurs patrons, qui ne sont pas pour moitié en investissement étranger, non pas que j'ai une passion des frontières et qu'il faut fermer le marché, mais quand même, entreprise privée indépendante. Lionel Roch, c'est quoi aujourd'hui en France ? Alors, sur les chiffres, je ne vais pas répondre exactement à votre question parce que le chiffre est un peu plus compliqué que ça à ressortir. Vous avez à peu près 21 millions de salariés qui travaillent pour les entreprises du secteur privé. Là-dedans, vous avez 4 millions de salariés qui travaillent pour les PME. Il faudrait rajouter les TPE. Et il faut même rajouter une notion qui me semble importante, qui sont des commerçants qui ont des salariés, et vous avez même d'ailleurs des artisans qui ont des salariés. Tout ça, pour moi, ça forme des entreprises. La notion que je voulais faire ressortir dans ce livre, c'est que c'est quoi une entreprise ? C'est une unité qui a des salariés. C'est l'entreprise sans salariés, pour moi, c'est pas une entreprise. Et je pense vraiment qu'il faudrait qu'on commence à intégrer cet élément. Une entreprise, ça a des salariés. Et à partir de ce moment-là, ça sert à notre pays. Une entreprise qui n'a pas de salariés sert pas à grand-chose à notre pays. Une entreprise, ça a des salariés, ça paye des impôts, ça paye des charges, ça délivre un produit ou un service à une clientèle. Et ça doit
gagner de l'argent. Pourquoi ça doit gagner de l'argent? Parce que c'est ce qui lui permet d'avoir des fonds propres, de pouvoir investir et de pouvoir passer les moments difficiles. Voilà ce qu'est une entreprise. Alors on est très très loin là de la Startup Nation d'Emmanuel Macron, puisqu'une Startup Nation est exactement le contraire de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de schéma économique comme ça. Vous allez, c'est le casino, hein, la Startup Nation. C'est-à-dire que vous partez du principe que vous allez mettre 100 € sur tous les numéros, et puis qu'il y en a un qui va sortir et que ça va vous permettre de gagner. Je pense qu'il faut des Startup Nation. Moi, je suis dans l'équilibre pour tout. On a évidemment besoin de très grosses entreprises, et heureusement qu'on les a. On a besoin de multinationales à partir du moment où les multinationales acceptent les règles du pays dans lequel elles exercent. Ouais. Ce qui se fait beaucoup moins, et ce qui se faisait beaucoup à une époque quand j'ai commencé à travailler. C'est-à-dire que vous aviez des multinationales qui arrivaient, qui étaient humbles et qui s'adaptaient. Quand vous parlez souvent du wokisme, Anne de Guigné a écrit, la journaliste du Figaro a écrit un bouquin qui s'appelle Le capitalisme woke. Le capitalisme woke. Il y a des multinationales aujourd'hui qui arrivent en France et qui veulent installer ce capitalisme woke qui va contre l'essence même de ce qu'est la France, c'est-à-dire l'universalisme, la République une et indivisible. Donc, on a besoin des multinationales, mais il faut qu'elles soient très modestes. Elles sont là pour s'adapter au pays dans lequel elles sont. Mais on en a... Enfin, c'est vraiment pas leur sens. En tout cas, tout se passe comme si ce n'est pas la modestie qui les frappe et l'adaptation qui les dirige. Lionel Roch, vous le savez. On s'aperçoit très très vite, et on l'a vu d'ailleurs par exemple avec Disney, qu'ils sont bien inspirés de ne pas faire de politique et elles sont là pour se fondre. Une multinationale n'a pas à faire de politique dans le pays dans lequel elle intervient. Elle est là pour faire le commerce, son activité, et elle est là pour faire profiter de la richesse, pour partie de la richesse qu'elle gagne. Et donc on a besoin de ça, on a besoin des startups, et évidemment qu'on a besoin des startups, mais en aucun cas ça peut être une startup nation. C'est une folie d'avoir amené ce concept, et d'ailleurs la Startup Nation est morte. La Startup Nation, vous êtes comme moi, vous n'êtes pas un jeune d'une vingtaine d'années. Vous avez connu les années 80 sur lesquelles on était Wall Street, c'était on devait gagner de l'argent dans la finance, tout. Et ben on a recommencé ça, mais ça s'appelait la Startup Nation dans les années 2010 et tout ça. Aujourd'hui, on doit être dans du collectif. C'est le retour du collectif. Alors justement, vous parlez du collectif et c'est très intéressant parce que il y a quelque chose qui moi m'a réjoui personnellement, et je ne dois pas être le seul. Vous dites, attendez, télétravail, tout ça, très bien, mais le présentiel, mais être ensemble, mais dans les relations, moi ça m'a paru vraiment, ça m'a accéléré. Je ne crois pas que c'est un concept justement parce qu'on est un peu plus âgé que les jeunes de la start-up. Je crois que c'est très important. Je voudrais que vous développiez ça, que l'entreprise aussi c'est un collectif humain où il y a des échanges humains, etc. Et vous en parlez dans votre livre, et vous rappelez quand même le télétravail, d'accord, mais c'est pas le télétravail qui va résoudre les problèmes. Alors non seulement le télétravail va résoudre aucun problème, mais le télétravail est la résultante justement de la Startup Nation qui génère un moi-je. Et on a oublié ce qu'était une entreprise. Plus personne d'ailleurs ne défendait, alors ça revient un peu, mais plus personne ne défendait l'entreprise. L'entreprise, c'est un sport collectif. L'entreprise est le dernier endroit, à partir du moment où l'éducation nationale a quelques faiblesses, est le dernier ascenseur social. L'entreprise est le dernier lieu où il y a du lien social. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez quelqu'un qui va être d'un milieu bourgeois, qui vous explique qu'il a discuté avec un jeune qui venait des quartiers et tout, vous êtes sûr que c'est dans l'entreprise. En dehors de l'entreprise, on ne fréquente que des gens qui nous ressemblent. Et ça s'est pas arrangé d'ailleurs avec les réseaux sociaux. Donc il ne reste que l'entreprise, aujourd'hui,
parce que l'État d'ailleurs fait pas vraiment son rôle. Le vivre ensemble ne passe plus que par l'entreprise. Et on a méprisé l'entreprise, on a ignoré l'entreprise. Même les entrepreneurs ne défendent plus l'entreprise. Même les grands patrons ne défendent plus l'entreprise. Et il faut un petit entrepreneur de PME pour aller sortir un livre et dire, mais attendez, l'entreprise, mais c'est la dernière chance qui nous reste aujourd'hui. C'est elle qui me fait l'ascenseur social, le lien social, qui génère de l'argent. Donc il est temps de la défendre. Vous, Lionel Roch, vous ne donnez pas un portrait un peu angélique de l'entreprise, parce qu'il y a aussi l'entreprise, c'est aussi, enfin on l'a vu et on a entendu, il y a aussi pas partout, justement, il faut jamais généraliser d'un côté comme d'un autre, ce serait ridicule. Que l'entreprise soit le moteur de l'emploi et d'un lien, c'est clair, mais pourquoi il y a alors cette espèce de, très important, je veux dire, de gens qui disent oui, mais, et vous en parlez dans votre livre, ouais, mais moi je suis là 6 mois, mais donnez-moi ce qu'il faut, le café, le truc en supplément, sinon je m'en vais, et puis est-ce que ça sert vraiment, ça rejoint le truc du travail, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, l'attachement à l'entreprise, vous c'est autre chose, vous l'avez fondé, vous l'avez fait, vos enfants sont dedans, mais on a l'impression que cet attachement, c'est beaucoup d'élité, en tout cas, dans une certaine partie de la population. On y va, je ne dis pas en mercenaire, c'est péjoratif, mais on y va, et puis on s'en va, et puis on revient, et puis on voit, et puis on passe 6 mois, et puis on passe 6 mois en vacances, et puis etc. Est-ce qu'il n'y a pas ça quand même qui est la réalité? Mais pourquoi ça s'est délité depuis? Alors ça avait commencé. D'abord vous avez les 35 heures qui ont été le premier message redoutable, et qui ont été le début de cette importance qu'on a pu consacrer à une toute petite partie du pays, on va dire les bobos qui sortent des belles écoles et qu'on a écouté en priorité. Quand Lionel Jospin arrive en 97, c'est un gouvernement de gauche, c'est normal, il fait une politique de gauche. Il décide qu'il va faire les 35 heures, mais il aurait pu poser une autre question, c'est-à-dire de dire aux salariés, est-ce que vous préférez gagner plus ou travailler moins? Or, s'il avait posé cette question, 80% des gens auraient dit, nous, ce qu'on veut, c'est gagner plus. Non, on a décidé pour eux qu'ils allaient travailler moins pour pouvoir aller dans des musées. Et donc, c'était le début de cette écoute des gens qui sont dans les villes avec des jobs qui permettent d'avoir et du télétravail et des RTT, etc. Donc ça a été le début. Après, vous rajoutez là-dessus l'iPhone, qui est un deuxième sinistre. Arrive le Covid, et du Covid, on se dit, c'est super, on va avoir le télétravail. Il est normal que les gens aient commencé à se dire, bon, ok, le travail, c'est pas prioritaire. Moi, je veux travailler, être en télétravail. Moi, je veux une semaine de 4 jours. Moi, je veux... Mais on a juste oublié de dire que c'est quand même l'entreprise qui génère la richesse. Et donc, on ne peut pas se poser que la question du moi-je. Or, on a été constamment dans ce moi-je. Et c'est arrivé à convaincre tout le monde, à commencer par nos politiques, qui disent « Non, mais le travail, c'est plus la priorité pour les gens. » Oui, c'est peut-être plus la priorité, mais enfin, c'est quand même... On va avoir besoin de travailler, et on va même avoir besoin de travailler plus. En tout cas, plus efficacement. Donc, il faut quand même avoir ça en tête. On va en parler de la productivité, on parlait justement du rapport au travail, parce que c'est très intéressant, je crois que c'est au fond du problème, et vous en parlez pas mal dans votre livre. On se retrouve juste après cette petite pause, à tout de suite. On continue de parler de Laissez-nous bosser avec Lionel Roch et avec vous au 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient dans quelques instants sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et Lionel Roch, président fondateur de Franco-Européen, groupe d'événementiel, communication, production de fiction, restauration, beaucoup de métiers. Mais Lionel Roch, le titre de votre livre, c'est « Laissez-nous bosser ».
Mais attendez, franchement, est-ce que la question n'est pas les princes qui nous gouvernent, attention, je ne parle pas de ce gouvernement, quel qu'il soit, droite, gauche, en haut, en bas, centriste ou autre. Mais est-ce que l'idée, c'est qu'ils n'ont pas envie de vous laisser bosser ? Pour une raison très simple, parce que si vous bossiez comme vous l'entendez et qu'il faut bosser comme vous l'entendez, c'est tout le problème qui est remise en cause du travail. C'est quoi le travail ? À partir du moment où on dit, justement, vous l'avez dit vous-même, pour certains, oui, c'est pas l'important, remise en cause, effectivement, du rapport au travail, du rapport à ce que le travail n'est pas seulement une espèce de torture, c'est quand même quelque chose, quand on fait un travail qui plaît, remise en cause aussi d'un certain nombre de rapports entre les aides, etc., où on dit oui d'accord, mais moi si je reste au chômage, qu'est-ce que je vais gagner avec le RSA ? Je vais pas gagner plus, donc je reste au chômage, etc. Et vous savez, dans la restauration, les problèmes que vous avez. Donc, est-ce que au fond, il n'y a pas le problème de qu'est-ce que c'est que bosser, justement, qui est au cœur du réacteur, quoi, qu'on a laissé tomber. On a complètement laissé tomber le travail et on est même arrivé à des résumés intéressants. Je me souviens de comment s'appelle notre Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau qui a expliqué d'abord le droit à la paresse. Il faut quand même que tout le monde comprenne que quand quelqu'un fait jouer son droit à la paresse, il y a quelqu'un d'autre qui bosse plus pour compenser le droit à la paresse. Et qui a expliqué derrière cette chose fabuleuse que la valeur travail était quand même une valeur de droite. Ce qui est délirant puisque le travail est une valeur de gauche par définition, puisque c'était le seul moyen de s'élever et donc on arrive à ces espèces de résumés. Donc vous avez tout le problème, le droit à la paresse et la valeur travail qui serait donc de droite, donc forcément horrible. Or en fait le travail est une composante essentielle. Une vie réussie est une vie où vous avez réussi le personnel, le familial, le loisir et le travail. Et c'est le travail qui vous enrichit. Alors, et qui vous enrichit pas financièrement, hélas pour d'ailleurs la plupart des salariés, parce que nos salariés gagnent pas assez, mais qui vous enrichit aussi quand vous rentrez le soir. Que vous discutez avec vos enfants, que vous discutez avec votre conjoint, vous racontez ce que vous avez vu, ce que vous avez rencontré. Vous êtes dans une aventure collective qui fait que c'est plus grand que vous. Donc là, avoir laissé attaquer le travail, tout ça parce que ça serait plus à la mode. Nous ne fonctionnons plus que par ce concept de mode dont nos gouvernements, nos politiques veulent toujours être à la mode. Et à force d'être à la mode, vous êtes parfaitement ringard. Et quand on regarde nos communicants, ils ont un train de retard sur tout. C'est-à-dire que le télétravail est déjà ringard. Il suffit d'écouter le président de L'Oréal qui très clairement l'a dit. Mais eux, ils pensent que le télétravail, c'est bien. Gabriel Attal, qui a fait des débuts, au moins en termes de communication, qui étaient plutôt intéressants, a pas pu s'éviter de faire un peu en même temps, et puis dire, bon, mais on va installer la semaine de 4 jours. Comment auprès des fonctionnaires, comment voulez-vous faire passer la notion que le travail est essentiel en expliquant on va quand même faire une semaine de 4 jours. On rentrera dans le détail si vous voulez sur le fait que évidemment que la semaine de 4 jours nous amène aux 32 heures par un effet automatique, et donc ça veut dire qu'on n'est pas arrivé à dépasser la catastrophe des 35 heures et on allait passer aux 32 heures. Donc le travail doit être défendu. Mais justement, Lionel Roch, le travail doit être défendu, mais est-ce que le fond du problème n'est pas qu'il y a, et il ne s'agit pas de les opposer et de faire une guerre civile, mais est-ce qu'il n'y a pas une France productive et une France qui l'est beaucoup moins ? Est-ce que c'est pas ça le problème ? Est-ce que ce n'est pas le problème ? Je ne parle pas seulement des conseillers, etc., etc. Est-ce qu'il n'y a pas une France productive et pas seulement en entreprise, chez des créateurs de tout acabit, etc. Il ne s'agit pas de faire du corporatisme, mais profondément, est-ce qu'on l'envisage, est-ce qu'on encourage la productivité, la créativité, l'initiative et effectivement la récompense au bout de ça ? Est-ce qu'il n'y a pas ce problème de société à irresponsabilité illimitée et au manque de sanctions ?
Alors, je fais pas de politique, c'est-à-dire que en tant qu'entrepreneur, mon livre n'est pas un livre politique, même si des fois, c'est pas très loin de la politique. Oui. Donc, je ne peux pas avoir d'avis sur ce qu'il faudrait faire avec les gens qui veulent pas travailler. En revanche, j'ai un avis très clair sur ce qu'il faut faire pour ceux qui bossent. Et ceux qui bossent doivent gagner plus. Donc, ça veut dire que de toute façon, il faudra baisser les charges patronales et les charges salariales et les cotisations patronales. Alors, quand je dis ça, on dit, ah bah oui, mais c'est pas possible, il va falloir le financer. Mais de toute façon, on y arrivera forcément. À partir du moment où vous avez de moins en moins de gens qui travaillent, que vous avez une démographie qui est en baisse et qui paraît qu'il faut plus de croissance, donc de toute façon, il faudra y arriver. Alors, on peut perdre du temps, mais on va pas avoir... comment on peut y arriver? Pardon, Lionel Roch, vous avez donné l'exemple. C'est très intéressant. Vous, patron, par exemple, quand votre employé reçoit, un employé reçoit 2 000 euros net, prenons de ça parce que c'est vraiment le cœur du problème. Et vous payez 4 000 euros. Comment faire? Est-ce qu'on ne peut pas sortir de cette espèce de cercle infernal ou de cercle pervers qui consiste à dire, oui, d'accord, oui, moi je te donne 2 000 euros, tu vas toucher 2 000 euros, toi, mais moi, patron, ça va me coûter 4 000 euros. C'est aberrant. Il y a une aberration là qui doit être en tout cas surmontée d'une manière ou d'une autre. Et quand je dis, par exemple, non productif, c'est pas une question politique, Lionel Roch, mais vous êtes dans la politique, tout le monde est dans la politique, tout le monde. La politique s'occupe de vous si vous voulez pas vous en occuper. Or, s'il n'y a pas ça qui est fait, s'il y a des gens qui ne voient pas que c'est très important, que le résultat du travail doit être effectivement récompensé, etc., on va rester là-dessus avec les mêmes personnes qui vont prendre les mêmes décisions. Ah mais on va pas rester là-dessus parce qu'on est à 2 doigts d'avoir un gros crack qui est que les classes moyennes qui bossent et qui bossent dur commencent à en avoir ras-le-bol, mais véritablement ras-le-bol. Alors qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont pas aller manifester dans la rue parce que elles peuvent pas avec des tracteurs ou avec des camions bloqués, mais elles vont faire la grève du zèle. Et la grève du zèle, c'est quoi? C'est de dire, merde, moi je peux me mettre en arrêt maladie, moi je vais respecter exactement mes horaires, et donc à partir de ce moment-là, on va avoir un terrible problème. C'était pour ça que j'avais écrit au président de la République, puisque c'est le début du livre, j'avais écrit au mois de juin, pour lui dire, attention, vous avez toute une classe moyenne qu'on connaît bien, puisque c'est celle qui bosse dans nos entreprises, qui est méritante, qui a joué le jeu de tout et à qui on explique non mais il y a le droit à la paresse et chaque fois c'est eux qui bossent parce qu'il y en a un autre qui fait jouer son droit à la paresse. C'est eux qui vont rester 10 minutes plus tard parce que ils savent qu'il faut fermer. C'est eux qui ont cette conscience professionnelle et donc eux, il faut qu'on les reconnaisse et pour les reconnaître, il faut qu'ils soient mieux payés. Mais une fois que j'ai dit ça, il y a que les politiques qui pensent qu'il suffit d'augmenter les salaires. Or, on ne peut pas augmenter les salaires dans plein de nos activités. Dans la restauration, aujourd'hui, nous perdons ce que nous voulons. C'est-à-dire, on perd, alors on est en phase de lancement, c'est pas très grave, mais on perd ce qu'on veut. Pourquoi? Les salaires ont été un peu augmentés, les charges augmentent, l'énergie, tout, la matière première augmente, et vous ne pouvez pas le répercuter sur le prix de vente. Donc, qu'on vienne pas nous expliquer, faut mieux payer. Je me souviens de Bruno Le Maire qui, il y a 2 ans, nous disait, mais il faut mieux payer vos salariés, faut mieux payer vos salariés. Mais qui paye mieux, c'est fonctionnaires, et nous, on s'occupe de nos salariés pour les payer au maximum. On paye au maximum de ce qu'on peut sans mettre en danger nos entreprises. Donc le seul moyen, c'est la baisse des charges salariales et des cotisations patronales. On y arrivera forcément, mais il faudra mieux y arriver vite, parce que plus on y arrive tard, plus on va avoir un problème. Parce que ce que vous dites, Lionel Roch, justement, vous dites qu'il y a une classe moyenne, il y a une classe en danger de mort, quoi, quelque part, en danger en tout cas d'extinction, je dirais. Pas d'extinction, de révolution silencieuse. Et la révolution silencieuse, ça sera de dire, ok, on fait la grève du zèle. Et vous avez parallèlement à ça les entrepreneurs sur lesquels je les connais un peu, sur lesquels ils en ont marre. Et qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur qui en a marre? C'est un gars qui, à 60 ans, dit, ok, j'essaye même pas de vendre ma boîte.
En fait, je récupère ce qu'il y a dans la société et je la laisse mourir. Ils sont fatigués. Or, alors évidemment, on va vous dire, en fait, globalement, les PME et les classes moyennes, c'est pas très grave parce que il y a des start-up, il y a des grands groupes qui investissent à l'étranger. Mais en fait, c'est très très grave. C'est-à-dire que les PME qui ferment, les commerces qui sont pas repris, les classes moyennes qui en ont marre, c'est un vrai problème. Il faut s'en soucier parce que c'est cette France-là qui tient, c'est cette France-là qui respecte tout, et c'est cette France-là qui, on explique, tu vas pas avoir de pavillon, on est contre. Bon, après, Gabriel Attal a dit qu'il était pour. Tu vas pas utiliser de voiture. D'ailleurs, tu vas avoir que 2 billets d'avion dans ta vie. Et d'ailleurs, si vous voulez, quand vous avez ça, quand vous avez toute la journée, parce que chaque fois qu'il y a un droit à la paresse, je vous garantis qu'on a plus de boulot. On n'a jamais autant, mes équipes ont jamais été autant mises sous pression depuis le Covid. Parce que il faut pallier à toutes les faiblesses, à toutes les absences. Et qu'elles rentrent le soir et qu'on leur explique que quand même, ce qui est génial, c'est de changer de vie. Ce que les médias ont quand même beaucoup fait, changer de vie, et c'est ridicule. Et regardez, il y en a qui lancent de la soupe, c'est quand même une référence. Donc, on arrive à une situation. Et à mon âge, dans ma situation, moi personnellement, je m'en fous un peu, mais je dis juste attention, parce que j'ai des enfants, parce que j'ai des salariés qui sont jeunes, qui sont impliqués, et je me dois de me battre. On va en parler, Lionel Roch, avec nos auditeurs, qu'on va retrouver juste après cette toute petite pause. À tout de suite. Avec vous au 0826 300 300, vous aurez la parole. Je crois qu'on a Jean-Marc déjà qui nous attend. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, Esteban, nous avons des auditeurs, je crois. Oui, puisque c'est Jean-Marc qui nous appelle depuis Narbonne. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. André, et bon rétablissement André. Merci. Oui, ça va au-delà même, je suis d'accord avec vous, ça va au-delà même de l'économie. Parce que l'artisanat, le petit commerçant, la PME et le TPE, c'est au-delà de l'économie, c'est le sens même de la vie pour beaucoup de gens. Ça vous permet un jour de commencer, ce qui était mon cas, à vendre des sandwichs à la fête de la musique, et après de vous retrouver à la tête de chaînes de restauration et autres. C'est des projets, c'est une envie, pas forcément de gagner beaucoup d'argent, mais c'est une envie de vivre autrement. Donc c'est quelque chose au niveau économiquement, au niveau sociétal, c'est quelque chose de très important qu'on tue depuis des années et des années. Quant aux charges sociales, je suis entièrement d'accord avec monsieur. Les charges sociales, il y a quelque chose, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas parce qu'on est gouverné par des gens en fait qui n'ont jamais eu d'épicerie, parce que vous donnez à monsieur Macron une épicerie, au bout d'une semaine elle fait faillite, vous donnez l'entreprise de monsieur, au bout de 3 jours elle fait faillite aussi. C'est-à-dire voilà. Mais vous avez les charges sociales, exactement, c'est ça. Pour 2000 € net, un employé ça vous coûte 4000 €. Si les charges sociales diminuaient, la personne aurait un pouvoir d'achat supérieur, donc elle consommerait ou elle partirait en voyage, elle ferait des choses, donc elle paierait une TVA dessus. Donc en fait, l'État s'y retrouverait aussi, et tout le monde s'y retrouverait. Or, plus on charge en imposition, que ça soit la CSG, que ça soit des taxes ou d'autres impôts, qu'ont les sociétés ou qu'ont aussi les particuliers, moins en fait l'État récolte d'argent. C'est la politique de la terre brûlée. Si vous construisez une maison, mais elle n'est pas bien, il n'y a pas de bonne fondation. Donc au bout d'un moment vous la construisez rapidement, mais au bout d'un moment elle se casse la figure. Donc les charges sociales, c'est économiquement, il faudrait qu'il y ait des vrais patrons de TPE ou de PME à la place de notre génial monsieur le maire. Voilà. C'est une vraie question, ça. C'est une vraie proposition. Voilà, et je finis sur un truc, c'est que moi je suis gamin, je suis né à Toulouse dans les années 60, mais j'ai vu comment les commerces allaient se casser la figure avec la grande distribution. Alors je suis pas contre la grande distribution, mais il y en a beaucoup trop en France. Je crois que c'est un des pays au monde où il y a le plus de grande distribution. Donc la grande distribution, je veux dire, par exemple un Carrefour à Portier-sur-Garonne, il fait, je veux dire n'importe quoi, il fait 10 milliards avec 300 employés. Or si vous créez des petits commerçants ou des TPE, pour 10 milliards, vous allez avoir 6000 employés, et en plus quand vous avez une TPE ou une PME ou que vous êtes artisan ou commerçant, ça vous oblige à réfléchir.
autrement que si vous êtes à la caisse, et j'ai rien contre les caissières de supermarché, mais ça vous oblige à réfléchir beaucoup plus que si vous êtes, entre guillemets, chef d'un rayon. Voilà, parce que vous allez avoir des difficultés, vous allez avoir des problèmes, vous allez avoir de l'envie, ça va vous créer de l'enthousiasme, vous allez générer autour de vous une force incroyable, et vous allez être un outil toute votre vie. Et c'est dommage qu'on a pété dans notre pays, justement, ce sens-là, et dans les pays dits sous-développés, ça existe. C'est pour ça que les gens, que ce soit au Costa Rica ou en Amérique du Sud, ils ont l'envie, ils ont des projets, parce que l'artisanat, le petit commerçant, c'est l'essence même de la vie. Voilà, merci André. Merci monsieur. Ouais, merci à vous. J'aimerais justement entendre réaction de Lionel Roch à ce que dit notre auditeur. Je pense qu'on a très largement dépassé le problème de la grande distribution. On a maintenant le commerce en ligne qu'adorent nos politiques, parce que là encore, la modernité. Il y a eu un scandale qui est passé relativement, vous avez peu insisté, qui a été la campagne publicitaire pour expliquer qu'il ne fallait pas acheter dans les commerces au début décembre. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que... Début décembre dernier, vous voulez dire ? Début décembre dernier, juste avant le Black Friday, vous avez eu cette campagne fabuleuse où vous voyez quelqu'un qui rentre dans un magasin, donc un vrai magasin, et qui dit au commerçant, je voudrais acheter un pull, et le commerçant lui dit, mais non, vous en avez pas besoin. Et cette campagne, ça a été peu remarqué. Est-ce que vous imaginez ce que c'est pour le commerçant qui a donc un commerce, qui a des salariés et sur lequel il sait qu'il finance par ses impôts une campagne qui est en train d'expliquer qu'il ne faut pas acheter dans les commerces. Mais la campagne n'était pas faite contre les commerces en ligne. Elle n'était pas faite contre, elle était faite contre le commerce physique. Donc on n'en est plus à la grande distribution qui remplit certaines tâches. On en est au fait que ce qui est moderne, c'est de plus avoir de commerce. Et j'ai vu que dans les idées de simplification qu'était en train d'étudier Marc Ferracci, dont on pourrait parler d'ailleurs, le député économiste, il voulait casser le monopole des pharmaciens pour pouvoir vendre en ligne les médicaments. Donc en fait, ça serait Amazon Pharmacie. Ce qui est fabuleux, c'est qu'en même temps, il y a 4-5 mois, ils ont expliqué que pour les déserts médicaux, il faudrait peut-être compter sur les pharmaciens pour faire des petites prestations médicales. Donc c'est de la folie. On veut supprimer les commerces. Et une ville sans commerce, ça s'appelle des cités dortoirs. Après, on se rendra compte des problèmes et après, on redonnera des aides pour faire revenir les commerçants. Voilà. Et c'est pour ça pour moi, il y a vraiment une solidarité de toutes les entreprises, et je dis bien que les commerces sont des entreprises, les artisans sont et il faut qu'on arrive à avoir cette solidarité et pas chacun défendre notre petit bout de gras. C'est-à-dire que je ne parle pas des PME, voilà, c'est l'entreprise au sens le plus général. Nous avons Guy qui est avec nous, Guy qui nous appelle depuis le département de l'Isère. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour André, bonjour à votre interlocuteur. Voilà, je voudrais... j'ai 72 ans, alors donc je suis à la retraite et je voudrais vous dire ceci. En 2017, la dette publique de la France était de 2299 milliards. Fin du troisième trimestre 2023, la dette publique de la France a atteint 3088 milliards, soit près de 800 milliards d'aggravation de dette publique par Macron, par sa politique. Comment voulez-vous faire confiance à un homme qui détruit son pays à ce tel point? Comment voulez-vous faire confiance à des hommes qui, comme Bruno Le Maire, ministre de l'économie, avait dit « Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe ». Aujourd'hui, l'économie russe a 4% de croissance, quand nous sommes à peine à 1%, quand l'Allemagne a 0,5%. Comment voulez-vous avoir de la confiance en un gouvernement qui détruit son peuple? Regardez l'agriculture, regardez ces pauvres agriculteurs qui se suicident les uns après les autres parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils ne vivent plus de leur travail, et qui pensent qu'on va les sauver. Mais non, on ne va pas les sauver. On laisse rentrer des produits venant de... On laisse rentrer des produits agricoles vous avez raison. d'Ukraine sans charge, sans contrôle. Oui, on l'a dit.
Non, mais j'ai compris. Attendez, par rapport à ça, non, mais ce que votre constat, et vous avez raison, enfin, en tout cas, vous avez tout à fait le droit de le dire, et on en parle souvent, très sincèrement. Maintenant, le problème, c'est il reste qu'on va pas dire aux entrepreneurs et aux autres, alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a ça, couchez-vous. Parce que le constat, on le connaît. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le problème aujourd'hui. Vous comprenez? C'est que, alors, il faut renverser ces gens, il faut les remplacer par qui? On revient toujours à ça. Lionel Roch, le problème, vous dites, on fait pas de politique, mais on fait tous de la politique, et vous le savez très très bien, même si vous faites pas de politique au sens politicien du terme. Mais vous êtes dans la vie publique, vous-même, avec vos entreprises, avec vos salariés. On est tous dans la vie publique. Le problème que pose notre auditeur, et il a pas tort, c'est qu'on se dit, et beaucoup de gens partagent ça, qu'est-ce qu'on peut faire et comment? C'est en se battant, vous dans votre secteur, et vous disiez que chacun ne soit pas dans son petit ego. Comment faire une espèce d'union, ou je ne sais pas, enfin en tout cas quelque chose de plus massif, je dirais. Alors, je vais pas défendre Emmanuel Macron, mais il n'est pas le seul responsable. C'est-à-dire qu'il arrive à la fin d'un cycle, et sur ce cycle-là, maintenant, il va falloir intervenir. Il faut que ce pays se mette à enfin préférer ceux qui font à ceux qui parlent. On a toujours beaucoup aimé ceux qui parlent, et c'est depuis 45. Donc on écoutait, et quand vous parlez et que vous faites pas, évidemment, vos erreurs passent plus facilement. Donc, il va falloir faire le choix de ceux qui font. Tout doit être misé sur le travail. C'est-à-dire que le gouvernement doit dire, ok, toutes nos décisions, c'est le travail. Et c'est là où, d'ailleurs, ils vont retrouver les classes moyennes. C'est les classes moyennes qui travaillent. C'est les entreprises qui embauchent, qui ont des salariés. Ça doit être le seul axe de décision, c'est-à-dire ceux qui font et ceux qui travaillent. Il va falloir remettre à la mode le travail. Toutes les décisions doivent passer là-dessus. J'explique dans le livre 4 choses. Baisse des charges salariales, baisse des cotisations patronales. Je propose même à étudier, mais c'était Serge Dassault il y a très longtemps qui avait dit qu'il faudrait faire plutôt une taxe sur le chiffre d'affaires, parce qu'au moins le chiffre d'affaires, tout le monde le paierait, même ceux qui n'ont aucun salarié en France, mais qui vendent des produits qui sont faits à l'extérieur. Ça pourrait être une piste intéressante. La deuxième piste essentielle, c'est la bureaucratie. On en parle beaucoup. La bureaucratie coûte des fortunes, et la bureaucratie rend les boulots inintéressants. Vous savez, aujourd'hui, il faut que les boulots aient du sens. On en parle beaucoup. Et ben, les boulots qui ont du sens, plus vous enlevez la bureaucratie, plus ça aura du sens. On a un espoir, c'est que le gouvernement l'État a la même problématique, c'est-à-dire qu'il ne trouve même plus à embaucher des fonctionnaires. Et ben, il faut taper à la hache sur la bureaucratie. La troisième chose, c'est de supprimer tout droit de succession sur la transmission des entreprises. Je parle bien des entreprises. À partir du moment où, si les héritiers récupèrent l'entreprise et la vendent, ils payent des droits de succession. Mais on ne doit avoir qu'un droit de succession sur les entreprises, parce qu'au final, c'est payé par les salariés. Merci Lionel Roch, merci beaucoup. Il y aurait beaucoup de choses à ajouter, mais on en reparlera. Mais c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir un peu moins de conseillers et un peu plus de faiseurs, au bon sens du terme, de ceux qui font, bien sûr. Merci à tous de nous avoir écoutés. Lionel Roch, on rappelle ce livre, Laissez-nous bosser, le coup de gueule d'un patron de PME contre les aberrations du monde du travail. C'est disponible aux éditions de l'Observatoire. Merci à tous de nous avoir écoutés. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.